Bonjour à tous. Nos élus ont-ils vocation à être à la remorque des syndicats dans la crise que vit la Guadeloupe? Qui a suffisamment de dimension pour siffler la fin de la partie? L'opinion guadeloupéenne acceptera-t-elle encore longtemps cette situation qui nous conduit dans l'impasse? Marie-Luce Panchard, vice-présidente de la région Guadeloupe, est l'invitée de Franc-Parler. Bonjour Marie-Luce Panchard. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour à la Guadeloupe. Jusqu'à quand la Guadeloupe va-t-elle marcher sur la tête? Je crois que nous avons fait le constat, malheureusement, que la Guadeloupe est malade. Mais ce qui m'attriste, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de médecins qui font de très bons diagnostics, mais des médecins pour apporter des remèdes à la Guadeloupe, il y en a très peu. Parce qu'on est trop dans la posture, on est trop, je considère à des moments donnés, dans une lutte des pouvoirs. Ça ne sert à rien de vouloir rejeter la classe politique. Ça ne sert à rien de dire que l'État ne fait rien en Guadeloupe. Ça ne sert à rien de dire que ceux qui expriment peut-être une difficulté font aussi de la politique. Je crois qu'il faut pouvoir à un moment donné s'asseoir tranquillement et regarder comment on peut apporter une réponse aux citoyens guadeloupéens, parce qu'il y a des réponses qui sont sur la table et on n'y arrive pas. Il faut faire le constat, on n'y arrive pas. Et je pense que chacun devrait faire un peu preuve d'humilité et je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Discréditer les élus semble faire partie de la stratégie des organisations syndicales. Pourquoi une telle passivité? Les organisations syndicales... Quelques organisations syndicales, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais en 2009, vous savez que j'étais conseillère technique à l'Élysée, j'ai vu un peu les choses, comment ça a été posé. On voit bien qu'on a des syndicats qui sont extrêmement politisés et qui n'ont qu'un objectif, c'est répondre à une idéologie qui consiste à dire que le peuple doit retrouver son autonomie et il prône, il faut avoir le courage de le dire, l'indépendance de la Guadeloupe. Donc on ne peut pas à la fois être dans un rapport pour défendre des causes qui sont justes et en même temps aborder ce sujet alors qu'en réalité les Guadeloupéens, j'ai le sentiment, je crois que majoritairement, ils ne veulent pas ce schéma-là. Donc ça fausse la règle du jeu et c'est très difficile de parler, c'est très difficile de mettre vraiment les problèmes sur la table parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'arrière-pensées entre ceux qui dénigrent la classe politique parce qu'ils n'arrivent pas par le suffrage universel à accéder à certaines responsabilités et ils pensent qu'en dénigrant la classe politique, ils vont prendre le pouvoir. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays, surtout que on voit que quelque part il y a des problèmes. La Guadeloupe se paupérise. Vous avez un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et que les collectivités qui jouaient leur rôle parce qu'elles faisaient un peu le tampon, le buvard social ne le peuvent plus et que s'il y a une jeunesse qui se oriente et tant mieux vers l'entrepreneuriat, je ne peux que me féliciter, mais il faut savoir si c'est vraiment un choix dans un parcours professionnel ou est-ce que ce n'est pas par défaut et auquel cas, il ne faut pas s'étonner, on ne se déclare pas chef d'entreprise et on a des échecs. Donc il faut aussi que la puissance publique soit à côté de ces jeunes pour vraiment examiner, analyser leurs motivations et les accompagner, mais il faut aussi que les jeunes disent très clairement ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné, il faut couper le cordon ombilical, il faut pouvoir se prendre en charge, il faut pouvoir vouloir aussi pousser les portes, vouloir se donner les moyens de réussir. C'est dur, c'est dur de se lever à 4 heures du matin, de travailler pendant 10 heures, c'est dur peut-être d'avoir 2-3 métiers pour essayer de faire des économies pour demain monter son entreprise. Et puis je dis d'une manière générale, je vous le dis Monsieur Fendéré, on parle que de ce qui va mal en Guadeloupe. On ne fait pas assez de débats. Regardez les débats qu'il y a sur la situation actuelle. On ne fait jamais des débats lorsque, par exemple, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour examiner l'impact sur la société guadeloupéenne, parce qu'il y a des réussites, il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui font la fierté, des jeunes qui font la fierté, qui ont été reçus à l'Élysée. Je pense à ces nouvelles start-up qui ont été montées parce que ce sont des jeunes Guadeloupéens qui ont envie, qui se disent que l'avenir passera par les nouvelles technologies. On ne parle pas beaucoup de ça. On ne parle de la Guadeloupe
que lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les hommes politiques sont face à la justice, lorsque les syndicats sont dans la rue et lorsqu'effectivement il y a des choses qui se passent bien, on ne débat pas pour montrer effectivement qu'on peut y arriver, il y a du potentiel et donner l'espoir. On ne donne plus l'espoir et ça peut donner le sentiment que la Guadeloupe peut-être, j'espère que ce n'est pas le cas, a touché le fond. J'y crois pas. Je me dis qu'elle peut se relever. En tout cas, je veux participer à faire en sorte qu'il y ait un peu d'espoir dans ce pays. Très bien. Le collectif des organisations en lutte a adressé aux élus son projet d'accord de méthode. Ce document, vous l'avez lu? Je l'ai lu. Oui. C'est de la provocation, un délire idéologique même, aux yeux de certains. Il ne faut pas tout mélanger. Si vous voulez avancer dans la négociation, il faut vraiment mettre sur la table les sujets sur lesquels, effectivement, il peut y avoir de vraies réponses. Et mettre dans une plateforme, dans un accord de méthode, le fait qu'on puisse aborder la question de l'abrogation de l'obligation vaccinale, vous vous mettez tout de suite dans une difficulté. Donc, je peux me poser la question, quelle est la stratégie derrière? Puisqu'on est dans un pays de droit, la loi s'applique partout sur le territoire français, donc s'applique en Guadeloupe, même si on peut demander quelques adaptations. Et puis, plus globalement, même si nous étions un État indépendant, jamais une minorité ne peut imposer une majorité. Ce pays indépendant, qui peut s'appeler la Guadeloupe de demain, va voter des lois. Une minorité ne voudra pas l'appliquer. On va mettre le chaos, on va faire des barrages, on va tout brûler, tout casser. Il faut accepter. Et le fait d'accepter, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche où on veut faire fonctionner une démocratie. Or, visiblement, j'ai l'impression que c'est un peu la loi du plus fort. Attention, attention, parce que ça s'appelle une dictature. Et moi, je n'ai jamais vu un pays où il peut y avoir de la paix sociale dans de tels rapports de force. Il faut accepter la règle du jeu. Il faut accepter quand on va dans des élections, on perd l'élection, mais pour autant on continue de travailler. Il faut accepter les parlementaires. Il ne faut pas considérer qu'ils n'ont pas fait leur travail. Vous savez bien qu'Olivier Servat fait connaître très clairement qu'il était contre cette obligation vaccinale. Il y a eu un débat au Parlement. Maintenant, ce débat est clos, il s'applique, il faut le mettre en œuvre. Et si on peut faire quelques adaptations, on les fait. Par contre, ce qui est certain, c'est que je considère que ce n'est pas normal qu'on puisse procéder à une suspension des salaires de ceux qui refusent d'être vaccinés. L'État est un employeur, ce n'est pas n'importe quel employeur. En plus, vous savez, dans la fonction publique, on ne peut pas toucher les allocations chômage, donc l'État doit se donner les moyens, que ce soit de la reconversion professionnelle, mais en tout cas, il ne peut pas priver des milliers de familles de revenus. C'est ça qui est insupportable. Pour le reste, je pense qu'on est dans la posture politicienne par rapport à une idéologie. Et penser qu'on va chacun devenir un Che Guevara, je pense que la Guadeloupe n'a pas besoin de ça. On voit bien que tout est organisé pour faire durer cette affaire. Quand la classe politique guadeloupéenne va-t-elle se réveiller vraiment? Je considère aujourd'hui que la classe politique a montré, et c'est quelque chose de très fort, une certaine unité. Quand vous voyez les positions des uns et des autres, les élus, ils ont bien conscience que la majorité des Guadeloupéens souhaitent sortir de ce conflit. Donc ils ont fait ce pas. Et il faut saluer cette démarche qui pour moi est salutaire. Maintenant, pour y parvenir, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Donc l'intersyndical, le collectif aussi, doit montrer cette volonté d'abord d'apaisement, cette volonté d'être dans une démarche pour travailler les sujets, comprendre aussi. Parce qu'on entend beaucoup, il faut que les élus nous entendent. Oui, les élus doivent écouter, doivent entendre. Mais il faut aussi que ceux qui revendiquent comprennent comment fonctionne une société, comment fonctionne et la place des élus. Les élus ne sont pas là uniquement comme des porte-drapeaux pour faire la révolution avec les autres. Les élus s'inscrivent. Les élus, c'est aussi l'État. Ils s'inscrivent dans un modèle de fonctionnement de nos institutions. Et un élu ne peut pas dire, parce qu'il n'était pas d'accord avec une loi, il va sur les barricades
Et il se met à côté de ceux qui aujourd'hui sont considérés comme une minorité. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer pour faire avancer, faire bouger les lignes. Et j'ose espérer que le ministre a quand même compris qu'il ne pouvait pas rester dans une situation sans traiter le problème des revenus et de la suspension des contrats. Ça a été d'une violence, je peux imaginer, pour beaucoup de familles guadeloupéennes. Parfait. Marie-Luce Panchard, vous avez été ministre de la République, ministre des Outre-mer. Peut-on raisonnablement demander l'abandon des poursuites engagées à l'encontre de ceux qui ont cassé, pillé, brûlé, saccagé? Mais c'est impossible. Mais c'est franchement impossible. Ça veut dire que vous admettez que le pouvoir politique peut agir sur le pouvoir de la justice, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs. C'est un grand principe de toute démocratie qui demain puisse exister. Parce que si ceux qui aspirent à l'autonomie, à l'indépendance de la Guadeloupe, partent du principe que le pouvoir politique peut mettre à genoux la justice dans ce pays, on voit ce que ça donne dans certains pays qui pour moi ne sont pas des pays démocratiques. Donc le mettre dans une plateforme, c'est déjà montrer qu'on ne veut pas négocier ou qu'on est sur autre chose. Je peux comprendre la réaction du ministre, mais je pense que le ministre aurait, plutôt que de faire preuve de fermeté et considérer que c'était plutôt de la provocation, en tout cas moi je l'aurais perçu en ces termes, et dire très clairement, sur ce point je négocie pas, sur les autres points je veux bien négocier. Mais ne pas prendre cet élément comme une façon pour lui de dire « je m'en vais, il n'y a plus rien à dire ». Non, je pense qu'il ne faut jamais être en rupture, il faut toujours se donner les moyens d'être dans le dialogue. Vous savez, j'ai vécu des choses très dures quand je suis arrivée ici en juin 2009 parce que je n'ai pas négocié, contrairement à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, l'accord Bideau. Je n'étais pas en responsabilité. J'ai contribué en tant que conseillère technique à la rédaction de la loi pour le développement économique, mais lorsque je suis arrivée en responsabilité, j'ai eu à mettre en place l'accord Bideau et j'ai eu à mettre en place les différents décrets d'application de la LODEOM. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on n'a pas su tirer des enseignements de ce qui s'était passé en 2009, je ne cesse de le dire, parce qu'il y a eu un travail considérable, souvenez-vous. La société civile avait trouvé sa place puisqu'on avait fait les états généraux, chacun avait pu s'exprimer. À partir de là, il y avait eu des actions, des propositions. Il y a eu un conseil interministériel de l'Outre-mer qui avait validé au plus haut niveau de l'État parce que ce conseil s'est tenu sous la présidence de Nicolas Sarkozy avec des actions très précises. Et c'est vrai que certaines ont été mises en place, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Dans le domaine de la concurrence, on a renforcé les pouvoirs de l'autorité de la concurrence, on a permis aux collectivités, ce qui n'était pas le cas par le passé, de saisir directement l'autorité de la concurrence lorsque effectivement il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. On a créé un GIR, un groupement d'intervention régionale dans ce domaine. On a permis effectivement, j'ai le souvenir, de baisser le seuil de concentration pour éviter dans les sociétés qu'on soit au niveau un monopole, ce qu'on a vu que certains ont été obligés de vendre leurs actions. Donc on a essayé d'agir. Peut-être qu'on aurait dû aller plus loin, mais cette feuille de route, je pense qu'il ne faut pas que chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on a envie de dire « allez, on rase tout et on recommence ». Il fallait prendre cette feuille de route, peut-être l'adapter, parce qu'effectivement les choses bougent, mais il fallait poursuivre. Parce que l'affaire du chlordécone, elle était déjà dans le plan santé outre-mer en 2010. Mais en 2012, nous n'étions plus en responsabilité. Donc il fallait continuer ce travail, parce que je pense que les Guadeloupéens aspirent à plus de transparence, de vérité, de sincérité. Et c'est en poursuivant ce qui avait été mis sur la table que je pense qu'on aurait pu créer ces liens de confiance et pas donner le sentiment que chacun jouait sa carte personnelle. Peu importe l'expression de cette colère, de cette impatience, de cette souffrance même de notre population, une partie d'entre elles, il faut l'entendre? Je pense qu'il faut toujours l'entendre. En tout cas, un homme politique doit l'entendre. Mais simplement, il doit être dans un discours de vérité. Il ne suffit pas de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Il faut dire quand c'est possible de le faire. Je remarque aujourd'hui que les rapports avec le citoyen, avec le Guadeloupéen, il faut qu'on le change. Il faut accepter peut-être de perdre des élections
mais de dire la vérité et ne pas dire ce que le peuple veut entendre. Je pense que cette période, elle est terminée. Il ne faut pas faire croire à une jeunesse que lorsqu'on va arriver en responsabilité, lorsqu'on va prendre les rênes d'une municipalité, on va recruter les jeunes. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut tenir ce discours-là. Et il faut aussi que le jeune, que les Guadeloupéens entendent que ce qu'ils demandent chaque fois, dans chaque campagne électorale, ben, ce n'est pas toujours possible. Et ne pas faire le choix entre celui qui fait des promesses, donc ils savent pertinemment que ces promesses ne seront pas tenues, mais parce qu'ils ont envie de croire que cette promesse sera mise en œuvre, et celui qui est quelqu'un qui va pouvoir gérer avec responsabilité, en ayant effectivement cette sincérité dans les rapports avec la population. Je crois que tout le monde doit faire un effort, parce que j'entends beaucoup parler de clientélite, j'entends beaucoup parler de favoritisme, oui ça existe, mais quelque part, nous, Guadeloupéens, est-ce qu'on ne contribue pas à maintenir ce système? Parce que chaque fois qu'il y a une élection, quand on présente un programme, on n'écoute pas le programme. On entend souvent, quand on a fait ben moins, c'est débrouiller, pas pécher. Trouvons moyen pour régler les problèmes en moins. Eh bien non, ce n'est plus possible de vivre dans cette société. Il faut accepter les règles, il faut accepter ces difficultés. Parce que lorsqu'on ne gère pas les fonds publics comme il le faut, avec les contraintes fortes que nous avons, et c'est normal parce que le législateur a entendu le citoyen qui voulait qu'on sache ce qu'on fait avec l'argent public, et bien aujourd'hui, si l'élu ne le fait pas, il doit rendre compte, et lorsqu'il rend compte, c'est sa responsabilité pénale, et celui même qui lui demande de trouver un moyen de passer dans le dédale du code des marchés publics, c'est lui, lorsqu'il verra l'élu devant la justice, et il va dire que tous les élus sont pourris. Donc, je pense qu'il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. En tout cas, moi j'ai toujours dit, je préfère perdre une élection, mais garder mon âme et mes valeurs. On peut faire peuple, Marie-Luce Panchard, drapé dans nos contradictions, dans nos doubles langages? Oui, je peux. Je pense qu'on peut faire peuple. Je pense, mais il faut savoir pourquoi on fait peuple et jusqu'où on veut aller avec cette notion-là. Je pense qu'on a une identité forte et on peut, au travers de notre identité, notre histoire qui est très riche, on peut contribuer à faire bouger beaucoup de choses. On l'a vu, on apporte à la République française certains principes, certaines valeurs de par notre histoire, de par notre façon de penser, de par notre approche de ce que doit être une société. On voit bien qu'en matière de solidarité, la cellule familiale parfois fonctionne différemment et elle peut être très présente, même si je suis très inquiète parce que je vois monter l'impact des réseaux sociaux où l'individualisme prend le pas sur le collectif, alors que nous étions un peuple très uni. Attention à ne pas perdre ce qui faisait la force de l'identité antillaise. Donc oui, je crois qu'on peut le faire, mais il faut le faire en sincérité. Qu'est-ce qu'on veut? Il faut accepter aussi que notre jeunesse puisse avoir confiance, celle qui est partie, celle qui est diplômée, celle qui ne voit que le désordre qu'on lui montre tous les jours à la télévision. Il faut lui donner confiance pour qu'elle revienne. Et lorsqu'elle revient, il ne faut pas vouloir la pousser en disant « pas t'es là, donc ou pas prendre place en moins ». Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner, je pense, dans le maintien. J'insiste sur des valeurs parce que la pauvreté, elle a toujours existé en Guadeloupe. Mais il y avait des valeurs, des principes. Le principe de respecter les aînés, le principe de ne pas dire le mot de trop qui ferait qu'on serait en rupture. Et même si on pouvait le dire, on s'excusait. Tout ça, on est en train de le perdre. Et attention de ne pas rentrer dans une société où il n'y a que la violence. En tout cas, c'est ça qui me fait peur. Mais je pense que tout n'est pas perdu parce que je vois quand même en Guadeloupe beaucoup de réussite. Je vois une nouvelle génération de chefs d'entreprise, des jeunes qui réussissent. On les voit, on stigmatise beaucoup Jarry. Mais je vois des jeunes Guadeloupéens qui sont à Jarry et qui se sont donné les moyens de travailler et de vivre de leur travail, de vivre de leur entreprise. Alors ne gâchons pas tout cela, ne gâchons pas ce travail qui a été fait. Au contraire, il faut le pousser, l'encourager. Et peut-être nous, les élus, il faut que nous fonctionnons différemment. C'est bizarre, il y a quelque temps, lorsque le président m'a confié la délégation sur le développement économique, je disais aux fonctionnaires,
de la région. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Nous avons fait plusieurs réunions de travail, notamment pour accompagner dans cette période de crise, parce qu'il faut adapter nos dispositifs. Je leur disais, il faut qu'on trouve à s'organiser différemment, parce que j'aimerais que chacun d'entre vous, et le directeur le partage avec moi, puisse à un moment donné aller à la rencontre de ceux qui ont bénéficié des aides régionales, l'ARIS, l'ARDA. D'abord, pour montrer qu'ils ont réussi et les valoriser, parce qu'on a besoin de cette reconnaissance, et en même temps, ceux qui n'y sont pas arrivés, pourquoi? Et trouver les moyens peut-être de faire différemment. On n'est pas aujourd'hui assez sur le terrain, en proximité. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est propre à toutes les sociétés. On a un fonctionnement, quand vous êtes dans le milieu du travail, vous en voulez plus, vous essayez de vous protéger. Et vous ne pensez pas à ceux qui n'y sont pas. Et quand ceux qui ne sont pas dans le milieu du travail et qu'ils y arrivent, ils oublient les difficultés qui ont été les leurs. Donc, ces passerelles-là, il faut arriver à les établir. Et c'est pour ça que je souhaite qu'effectivement, j'en ai eu l'occasion d'en parler, dans la majorité, qu'on soit un peu plus présent sur le terrain pour... mais ça nécessite du temps aussi, hein. C'est ce que les gens ne comprennent pas, ça nécessite du temps. Une fonction élective, ce n'est pas un métier. Le législateur n'a pas souhaité. Moi, j'ai cette disponibilité, mais mes collègues, ils travaillent. Et donc, ils n'ont pas toujours cette disponibilité. Donc ça, il faut pouvoir le dire aux Guadeloupéens, qu'ils entendent. Un élu ne passe pas son temps 100% à remplir ses fonctions d'élu, parce qu'il a aussi une famille, il faut qu'il travaille, et ce ne sont pas ces indemnités qui lui permettent toujours de pouvoir faire face à ses besoins. En tout cas, c'est la grande majorité des élus, le reste, je ne veux pas en parler. De quoi, selon vous, ce conflit est-il révélateur? Il est révélateur du fait que je pense qu'on n'a pas appris à mieux s'écouter et à mieux s'apprécier les uns les autres. On a toujours été dans une démarche qui consiste à dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis aujourd'hui, chacun pense détenir la vérité. J'ai jamais vu autant de médecins, j'ai jamais vu autant d'architectes. Tout le monde, depuis qu'on a accès à Internet, accès aux réseaux sociaux, tout le monde pense détenir cette vérité. Et on ne fait pas confiance aux gens qui effectivement peuvent porter une analyse. Et ça tue nos sociétés. Et on le voit avec des phénomènes comme les gilets jaunes, on le voit partout où on décrète que la loi doit s'appliquer comme cela. Quand j'entends de telles aberrations, lorsqu'on parle du statut de la Martinique en disant que la Martinique peut légiférer et qu'elle a un statut différent de la Guadeloupe, non, le statut est le même. Ce sont les institutions qui sont organisées de manière différente. Mais ça ne change rien sur le fond. Donc laissez les universitaires, les constitutionnalistes s'exprimer. Apprenez à écouter, enrichissez-vous, lisez et faites-vous votre propre opinion. Et ne décrétez pas au départ que c'est comme cela et c'est moi qui ai raison. Et donc je rentre dans un conflit avec l'autre. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que... Allez, essayons de descendre d'un camp, essayons de faire preuve d'humilité et repartons avec un nouveau souffle et pas dans ce combat de coq où j'entends souvent, je ne suis pas toujours fière lorsque l'on me dit « Ah ouais, Marie-Lise, ou bien pas aller au palais avec force au cœur, comme si j'étais dans un combat. » La politique, c'est pas un combat. La politique, oui, il faut affirmer ses idées, faire avancer ses idées. Mais on doit rester, je dirais, dans ce qu'on est, avec son caractère, avec sa façon d'être. C'est pas ce qu'on nous demande. Moi, je ne joue pas un combat de boxe quand je discute avec un autre élu qui n'est pas de la même sensibilité que moi. Et je pense que si on arrive déjà à faire ce pas, si on arrive déjà à se dire qu'il faut qu'on apprenne à se respecter les uns et les autres et qu'on arrête cette violence verbale, parce qu'il y a une violence verbale. Quand je vois certains élus qui ont été sur des barrages et que j'ai entendu, je peux comprendre que les gens sont exaspérés parce qu'on ne règle pas le problème de l'eau, qu'on ne règle pas le problème des transports. Mais avec une telle violence et que j'entends des injures, je dis non, ce n'est pas la Guadeloupe, ce n'est pas des Guadeloupéens qui peuvent faire cela. Et moi, j'ai envie de retrouver cette époque où effectivement, il y avait des grands leaders politiques qui s'exprimaient avec autorité, mais qui le faisaient toujours en n'ayant pas le mot de trop qui ferait que vous seriez en rupture. Et si je
Si on arrive à faire cela, on gagnera beaucoup et je pense qu'on pourra poser beaucoup de dossiers sur la table pour voir comment on avance. Parce que pour qu'on avance, il faut que, effectivement, nous puissions, nous les élus, faire un effort, mais il faut que les autres entendent les difficultés que nous avons à mettre en œuvre les différents programmes d'action. La loi, aujourd'hui, est très contraignante. Il faut que les Guadeloupéens l'entendent. J'entends beaucoup certains dire on aide toujours les mêmes. J'ai en charge un secteur qui est le développement économique. Je peux vous dire que les aides à RIS et ARDA, l'aide au développement d'activités et l'aide à la création des entreprises, on attribue à peu près 500 subventions par an, c'est-à-dire 500 dossiers. La moitié, ce sont des jeunes Guadeloupéens qui créent leur entreprise. Donc arrêtons de prendre à partir d'un exemple, allons regarder les chiffres et analysons les chiffres. Et ne faisons pas d'un exemple la généralité. Et ces Guadeloupéens-là, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour eux. Et je ne peux pas entendre qu'on aide toujours les mêmes. Ça, c'est du discours, c'est une forme de doctrine qu'on fait passer pour un objectif politique, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ce ne sont pas des sommes non négligeables. La dernière commission développement économique, c'est plus de 900 000 € qui ont été attribués à de très jeunes entreprises. Et même sur les fonds européens, moi j'ai été très fière de voir qu'on a pu permettre la création d'une micro-crèche à Bemao, d'une pizzeria, j'ai en tête, du côté de DE. Oui, on peut y arriver, mais il faut accepter aussi de reconnaître, et ça je vais le dire ce matin, que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas avoir accès à ces aides. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on se pose la question, avec un taux de chômage comme le nôtre, aussi important, pourquoi on n'a pas une révolution? Pourquoi on n'a pas une révolution tout le temps? C'est parce qu'il y a beaucoup d'économies. Tous les 10 ans, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, mais l'économie est informelle. Ouais. Vous savez, beaucoup vivent du RSA et à côté, ils ont une entreprise qui n'est pas déclarée. Donc, nous, les élus, la collectivité régionale ne peut pas attribuer des subventions et la plupart du temps, j'entends les gens qui disent « Ah oui, mon dossier, ça fait plus d'1 mois, c'est en attente, il m'a fallu 1 an. » Je reconnais parfaitement que l'administration prend tout le temps. Je suis la première à le dire. Il faut qu'on essaie d'avancer, etc. Mais la plupart des dossiers, quand j'essaie de savoir pourquoi le dossier n'avance pas, souvent les entreprises ne sont pas à jour de leur cotisation sociale. C'est ça aussi. C'est un fléau en Guadeloupe. Et lorsqu'il a fallu mettre des dispositifs au moment de la crise, le Fonds national de solidarité, le Fonds d'urgence régionale qui est venu, le Fonds de résilience, tous ces dispositifs, certes ça a aidé beaucoup d'entreprises, mais en même temps, on s'est rendu compte, parce qu'il a fallu que les gens puissent s'inscrire sur la plateforme, beaucoup n'étaient pas déclarés. Et ça, c'est la Guadeloupe. Et cette Guadeloupe-là, il faut dire à tous ceux qui pensent qu'on peut passer au travers du filet, ce n'est plus possible. Parce qu'effectivement, avec la dématérialisation, on peut savoir exactement si vous êtes déclaré, si vous êtes inscrit au registre du commerce, si vous êtes à jour au niveau de vos impôts, alors que par le passé, on sait bien comment ça fonctionnait. Cette époque, elle est révolue et il faut aussi accepter cela. Accepter cela non pas pour pointer du doigt les uns et les autres, mais pour essayer d'expliquer qu'il faut effectivement cette régularisation si on veut mobiliser tous les fonds mis à disposition du tissu économique guadeloupéen. Le risque, Marie-Luce Panchard, pour les élus guadeloupéens en général, n'est-il pas de sortir affaiblis de cette crise, affaiblis et encore plus en rupture avec la majorité silencieuse de nos compatriotes qui n'adhèrent pas du tout à ce qui se passe? Pour être en rupture avec la population, il faudrait déjà que la population puisse aller voter. Je pense qu'on a un déficit dans le fonctionnement de notre démocratie. On ne peut pas à la fois reprocher aux élus de ne pas être présents et en même temps, on a plus de 70% des Guadeloupéens qui ne votent pas. Je pense que les Guadeloupéens font parfois
un raisonnement très simpliste qui consiste à dire qu'il suffit de monter un collectif, il suffit de parler très fort et on arrivera à faire nos affaires, entre guillemets, avec les services de l'État. Non. Je pense qu'effectivement, il faut pour cela que le Guadeloupéen prenne conscience que la classe politique doit exister. Si elle n'existe pas, ce n'est pas un fonctionnaire de l'ADEAL qui va régler le problème du transport scolaire dans une commune qui fera que votre enfant pourra aller à l'école. Les lois de la République ne sont pas faites ainsi. Et je pense que les Guadeloupéens ont quand même vu cette image d'unité il y a 48 heures. Maintenant, il nous appartient de rester toujours dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire accepter que dans les campagnes électorales, nous puissions faire valoir des programmes différents, mais lorsque les campagnes sont terminées, que nous montrions que nous sommes au quotidien à côté des Guadeloupéens. Mais on parle beaucoup, souvent, des élus qui ont un rôle au niveau national, ce que j'appelle entre guillemets les grands électeurs. Mais on ne parle pas de ces milliers d'élus, tous ceux qui sont dans les conseils municipaux, qui sont 5 conseillers municipaux, qui sont maires adjoints, qui sont dans les communes, qui le samedi après-midi vont assister à des rencontres sportives, vont dans les familles voir une personne âgée qui est isolée pour envisager avec le CECAS, le Centre communal d'action sociale, le moyen d'apporter un repas. Il y a des Guadeloupéens qui donnent de leur temps et ceux-là, ce sont des bénévoles, ils n'ont souvent pas d'indemnité. Moi, je veux parler aussi de ces élus de proximité parce qu'on parle des maires, on parle des parlementaires, mais le maire, il est en proximité, le parlementaire, il l'est un peu moins. Donc, on ne peut pas demander au parlementaire de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Il faut comprendre qu'il est au niveau national pour faire la loi, participer à la rédaction de la loi et défendre les intérêts d'un territoire par rapport au fait qu'on est différent d'une autre région de France. Mais on ne peut pas demander à Justine Bénin de faire le travail de proximité, même si elle doit rendre compte de son bilan. Ce sont les élus. Et les élus qui sont sur le terrain, ce sont effectivement ces élus municipaux. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile tous les jours. Ils donnent de leur temps, ils sacrifient parfois leur famille pour faire ce travail-là. Donc il ne faut pas vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, mais aussi il faut que les médias parlent de ces élus. Je vous le dis, monsieur Fendéré, on parle souvent des élus lorsqu'ils sont devant le palais de justice, on parle des élus lorsqu'ils sont à Monteverguin, on renvoie à la société guadeloupéenne, voilà vos élus, mais on ne montre pas l'élu qui, le samedi matin, laisse son époux se débrouiller seul avec les enfants et l'élu qui va tenir une permanence ou l'élu qui va en mairie recevoir effectivement des gens qui sont en grande difficulté. Et moi je vois des jeunes élus à côté de moi, nous le faisons tous les jours, mais c'est vrai que nous ne faisons pas forcément des selfies, nous ne faisons pas forcément toutes ces actions de communication parce qu'il y a un côté, je me mets en valeur, non. On travaille pour l'autre, on n'est pas là pour dire chaque fois voilà ce qu'on doit faire. Pour revenir à l'urgence qui nous concerne, cette crise, les pistes pour en sortir, Marie-Luce Panchard, que préconisez-vous ? Moi, je pense qu'il faut effectivement prendre la plateforme parce que, notamment sur le volet jeunesse, il y a des choses. Le ministre a fait des propositions, il faut les mettre sur la table. Nous-mêmes, nous en avons fait. Vous savez, on parle beaucoup du parcours emploi-compétences. Il faut peut-être augmenter le taux puisque la participation est de 65%, elle est trop faible. Si on passe à 85-90%, vous voyez bien que les 10% restants feront que les chefs d'entreprise, que même dans les collectivités, il y aura la possibilité d'offrir des emplois à nos jeunes. Voilà des choses très concrètes. Il faut expliquer, non pas de dire « Ah oui, les élus n'ont rien fait parce qu'il y avait des fonds et on n'a pas su les mobiliser ». Mais on n'a pas su les mobiliser, moi je le dis, parce que la part de l'État n'est pas suffisamment importante. Donc ça se négocie. Il vaut mieux dire qu'on va financer 500 contrats et on va y arriver plutôt que d'annoncer 1000 et on sait qu'on ne pourra pas parce que jamais aucune commune, aucune entreprise ne pourra supporter le delta à charge.
Donc il y a des choses qui sont sur la table. Moi je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. On a beaucoup travaillé en visioconférence. Donc je pense que ceux qui seront autour de la table de négociation feront des propositions, notamment pour aller vers les jeunes, pour leur permettre d'accéder à ces dispositifs. Mais moi aussi je voudrais dire, parce que j'ai été maire, j'ai participé à un certain nombre d'opérations pour aller vers la population. Il faut que les jeunes viennent aussi. Parce que lorsque vous mettez en place des comités de quartier, comme la loi vous y oblige dans le cadre de la politique de la ville, moi j'ai tenu personnellement beaucoup de comités de quartier. Je suis sortie dans les comités de quartier parce que je me suis dit peut-être que c'est ma présence qui fait que personne ne veut venir pour discuter de ce qu'on va faire dans un quartier de Basse-Terre. Eh bien, la plupart du temps, il n'y a personne. Donc il faut aussi que le citoyen, que les jeunes viennent vers nous. Et puis souvenez-vous, on oublie, lors de la précédente mandature, et puis on poursuit, on a fait la région à domicile. Tous les services de la région étaient sur le terrain dans une commune. Il y a des endroits où ça a remporté un succès, il y en a d'autres où effectivement on n'a pas vu beaucoup de jeunes. Donc il faut aller vers tout ce qui est mis en place. Et si ce qu'on met en place ne convient pas, eh bien venez le dire et dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, nous on veut fonctionner différemment, mais on ne peut pas être dans la tête de chaque jeune. Et puis il y a plusieurs jeunesse. Il y a une jeunesse qui a réussi, il faut l'accompagner. Il y a une jeunesse qui aujourd'hui a fait un choix de formation peut-être par défaut, parce que cette jeunesse ne peut pas partir et donc elle suit une formation dont on n'est pas persuadé que demain elle aura des débouchés, alors qu'il faut l'aider à partir s'il le faut. Et donc ça c'est la question de l'accompagnement de cette jeunesse. Puis il y a une jeunesse, il faut le dire aussi, qui a été à un moment donné, on ne parle pas assez de l'échec scolaire. Lorsqu'on met le comité local de prévention de la délinquance et qu'on essaie de travailler sur les décrocheurs, c'est bien pour ne pas avoir cette jeunesse qui est très loin de l'insertion dans la société, pour qu'on puisse ne pas être sur des lourds programmes de remise à niveau, parce qu'il y a cette jeunesse-là qui est très très loin de l'emploi. Et d'ailleurs, quand vous allez à leur rencontre, moi j'ai été dans des quartiers très difficiles, ils ne vous disent pas, voilà, moi Madame le maire ou Madame la vice-présidente, je voudrais faire ceci parce que j'ai une formation, je sais, etc. Ils ne vous demandent pas ça, ils vous disent, ben mon travail, mais en fait c'est pas donne-moi un travail, c'est donne-moi un revenu pour en vivre, mais ce n'est pas un travail. Donc il faut l'emmener à faire le cheminement qui consisterait à dire, voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai les moyens intellectuellement de le faire? Si je ne l'ai pas, quels moyens je me donne pour avoir cette compétence qui ferait que sur le marché de l'emploi, je pourrais trouver? C'est la question de l'employabilité. Et donc il faut parler aux jeunes, l'employabilité. Pourquoi? Parce que c'est fini le temps où on pouvait trouver dans tous les services des petits boulots, il y avait des photocopies, il y avait des vaguemestres, donc on pouvait sans qualification trouver à régler des solutions pour des jeunes. Non, c'est fini, tout est dématérialisé. Donc il faut vraiment un minimum de compétences pour trouver un emploi. Donc ces sujets-là, il faut les mettre sur la table, parce que cette jeunesse-là, elle est trop loin de nous. Et il ne faut pas qu'on soit en rupture. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans se préoccuper des problèmes de la jeunesse. Donc pour moi, c'est une priorité. Après, je pense que le secteur économique, il faut l'aborder, surtout qu'il y a beaucoup de solutions sur le secteur économique. Et je pense qu'il y a une méconnaissance, il y a une peur aussi, il y a des préjugés, beaucoup de préjugés. On pense que parce qu'on est le fils d'une grande famille, on a plus de chances de porter son entreprise. Je dis aujourd'hui, ça peut être difficile, mais on peut y arriver. Donc il faut travailler sur ce secteur-là. Et puis il y a aussi la culture. La culture, non pas une culture, moi je le disais dans mon programme, une culture de consommation de la culture, mais un développement de la culture d'abord parce que tout individu a besoin de ça, mais que ce soit vraiment une activité qui permet de créer de la richesse et pas simplement une activité consommatrice de culture, mais une activité créatrice de la richesse, parce qu'on a des artistes, on a beaucoup de Guadeloupéens doués et ils peuvent vivre de leur création. Pour en sortir, il faut aussi convoquer le congrès? Non, on n'en est pas là aujourd'hui. Inutile? Pas inutile, le sujet arrivera sur la table, il est clair, il a été posé en 2003, c'est mentir aux Guadeloupéens de dire on fait comme si ça n'existe pas, on continue. Mais il ne faut pas le poser en ces termes. Moi je dis, on parle autonomie, on parle domiciliation du pouvoir, on parle de tout ça, ce ne sont pas les mots qui m'intéressent. Moi ce que je veux,
je défendrai une position qui consiste à dire il faut que les politiques publiques soient beaucoup plus efficientes. Il faut qu'elles servent à quelque chose et qu'elles arrivent à résoudre un problème. Si l'État est mieux placé sur une compétence pour y parvenir, on laisse cette compétence à l'État. Il ne faut pas être dans un système un peu d'égo, de fierté, d'identité. Non. Si l'État est plus performant, on lui laisse. Si on démontre que dans un secteur comme celui de l'environnement, nous pouvons, les collectivités, être plus efficaces que l'État, eh bien, nous demandons à avoir cette responsabilité. Et en faisant ce travail, on verra si on est à un niveau autonomie ou c'est à un niveau où on peut rester au sein de l'article 73 au niveau de l'identité législative. Parce que ce débat-là, aujourd'hui, il est porté au niveau national. Avec la création de grandes régions, vous entendez des présidents de région aujourd'hui vous dire « laissez-nous faire ». Donc le débat sur un État très centralisateur est posé sur la table. À nous de nous engouffrer pour le poser compétence par compétence et apprécier le niveau de responsabilité qui peut être donné à chacun. Et il faut mettre un terme déjà, dans un premier temps, à l'enchevêtrement des politiques publiques. Parce que l'État, pour garder la mainmise, on a bien vu ce qu'il a fait. Il a donné une compétence et en même temps, il a réparti ses compétences, il a donné une compétence majeure en matière de développement économique, c'est la région. Mais en même temps, il donne la possibilité au département d'intervenir au travers de l'insertion par l'économie. Et il donne la possibilité aux EPCI, au travers de schémas, de poser des modèles de développement économique. Ce qui fait que lorsque vous abordez des sujets, vous avez forcément 4 ou 5 interlocuteurs et ça, ce n'est plus possible. Donc, il faut faire ce travail. Et lorsqu'on aura fait ce travail, à ce moment-là, on pourra dire le schéma qui peut fonctionner, celui-là, eh ben, c'est l'autonomie, ou bien on dira non, ça peut être une meilleure répartition des compétences. En tout cas, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui vont signer un chèque en blanc. Je le dis très clairement, avec moi, ce ne sera pas chat en sac. Hein. Je veux voir, je veux comprendre et je veux savoir où on va. Parce que je défendrai la position qui consiste à ne pas se mettre dans un engrenage où demain, les Guadeloupéens vont nous le reprocher parce qu'on aura tenté l'aventure, parce qu'une fois qu'on aura été de l'autre côté, on ne pourra plus jamais revenir. Et là, le retour de bâton peut être extrêmement violent, parce que je crois que les Guadeloupéens nous feront payer très cher le fait qu'on les ait emmenés vers un système qui ne sera pas meilleur que celui qu'ils ont. Dans notre contexte, Marie-Luce Panchard, il faut se réjouir pour les entreprises, pour les salariés, que le gouvernement ait maintenu l'activité partielle au moins jusqu'au 31 décembre prochain. Bien sûr. Et moi, je trouve que là-dessus, on peut faire beaucoup de reproches à l'État, mais durant le confinement, heureusement qu'on a eu les dispositifs de l'État. À la fois l'activité partielle, qui a permis aux salariés de continuer à vivre, de pouvoir faire face à leurs obligations. Les entreprises aussi qui ont bénéficié du Fonds national de solidarité. La région y a apporté sa contribution, puisqu'on oublie de dire que même dans le Fonds national de solidarité, les régions ont contribué à mettre dans le pot commun. On ne parle jamais de ça, on dit que la région ne fait rien, mais il faut quand même qu'on entende ça. Et en plus, nous étions sur le volet 2, vous savez, pour certains, en fonction de la perte de leur chiffre d'affaires, nous avons contribué, et puis on a mis en place des dispositifs propres. Donc vraiment, on a soutenu à bras le corps le tissu économique, et c'est parce qu'on l'a fait qu'il ne s'est pas effondré. Alors c'est vrai qu'avec le Covid-19, maintenant on a cette crise, il y a un moment donné, ça va casser, hein. Je le dis très clairement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'on ne pourra pas supporter la crise liée au Covid-19 qui fait qu'à régulièrement, à certaines périodes, on est confiné, donc l'activité s'arrête, et en même temps, on a une crise sociale qui nous empêche de faire fonctionner nos entreprises. Ouais. Parce que pour le coup, cette rupture-là, elle peut être très violente. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas y arriver, mais je sens quand même une volonté, je ne veux pas être complètement négative, je sens une volonté, même si on voit l'intersyndicale dans une posture avec des arrière-pensées politiques très fortes, mais je vois quand même une volonté des deux côtés de sortir de ce conflit, parce que les Guadeloupéens sont fatigués. Quand vous voyez la réponse faite au président du SMO par le ministre des Outre-mer, cette fin de non-recevoir de l'État, hein, aux besoins de trésorerie du syndicat mixte de gestion de l'eau, ça vous inspire quoi? Je dis qu'il faut arrêter de dire circuler, il n'y a rien à voir. Ou démerdez-vous. Oui.
c'est un peu ça. J'ai pas osé le dire, mais c'est un peu ça. Et c'est d'autant plus violent que, souvenez-vous, ça a été très difficile d'arriver à ce syndicat unique de l'eau. Il y avait des positions qui étaient des positions qui consistaient à dire c'est de la compétence des communautés, puisque la loi le posait en ces termes. Il y a eu un cheminement qui a été fait pour essayer d'apporter une réponse. Il y a eu une tentative de faire une loi sur la base d'une proposition guadeloupéenne. L'État a devancé cette proposition, a imposé une loi. Beaucoup ont accepté, ont fini par accepter. Et très récemment, Cap Excellence a accepté de rentrer dans la structure. Donc on ne peut pas aujourd'hui être à l'origine de ce passage à une gestion qui était dans les mains des communautés à un syndicat unique, un passage qui a été un peu forcé, mais il fallait le faire parce que ça durait trop longtemps. Et maintenant, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre, avec de réelles difficultés, parce qu'il y a la dette quand même, il faut pouvoir régler ça, et puis le SMO, du jour au lendemain, n'a pas fait rentrer les recettes, puisqu'il faut quand même un certain nombre de jeux d'écriture, et de dire, bah, vous vous débrouillez, vous faites un emprunt, et puis le département, la région garantit. Voilà, quand on veut créer les liens de confiance, je pense qu'on s'y prend très mal quand on procède ainsi. Qu'on puisse dire que le montant est trop important, ça se discute. Qu'on puisse voir sur quelle part effectivement la garantie de l'État intervient, ça se discute. Mais on ne peut pas, sur la base d'un courrier fait par un président du syndicat qui vient d'être élu, répondre aussi sèchement en disant j'ai autre chose à faire. Je sais que l'élection présidentielle c'est dans 6 mois et qu'on a peut-être un ministre de l'Outre-mer qui n'a pas envie d'avoir trop de sujets sur nos territoires et qui veut se consacrer à d'autres objectifs. Mais à ce moment-là, qu'il laisse la main. On a eu des ministres de l'Outre-mer qui sont restés 4-5 mois. Mais que vraiment sur des sujets aussi sensibles, parce que l'eau, les Guadeloupéens n'en peuvent plus de ne pas avoir d'eau, et qu'on montre que la structure ne fonctionne pas et qu'on va peut-être vers une situation qui serait pire que celle qu'on a connue par le passé, ben je pense qu'en faisant ça, on se donne encore les moyens d'allumer une mèche. Ouais. Alors qu'on vient d'en avoir une avec l'obligation vaccinale, de grâce, évitons cela. Et que la rue Odino accepte de se mettre autour d'une table et trouve avec nous, trouve avec les élus. En plus, c'est un nouvel élu, c'est le maire de Trois-Rivières. On ne peut pas considérer qu'il n'a pas une compétence au regard de son métier de base. Mais il faut l'aider, il ne faut pas le laisser seul à trouver des solutions. Et on dit, il suffit que la région fasse tout. La région, à un moment, il y a des limites. Elle a perdu énormément au niveau de ses dotations. On n'a pas eu de réponse. Alors que le président de la République avait laissé entendre que oui, on pourrait compenser la perte au niveau de nos dotations. D'ailleurs, ça a été un objet très dur lors du dernier congrès des présidents de région. On a perdu avec la taxe sur les carburants des recettes considérables et en même temps il a fallu jouer notre rôle en termes de soutien du tissu économique. Donc on ne peut pas dire tout c'est le département, tout c'est la région, sauf à pousser les collectivités à augmenter encore les impôts et on voit ce que ça provoque. Donc attention. Après qu'on puisse se dire qu'on ne peut pas tout faire, qu'il y a des priorités, on les entend. Mais il faut se mettre autour de la table. Que compte faire la région Guadeloupe, Marie-Luce Panchard, concrètement pour soutenir les professionnels du tourisme, principales victimes de ces désordres en pleine haute saison touristique? On a beaucoup accompagné le secteur touristique, on l'a accompagné à se développer. Je ne vais pas reprendre tout ce que la région Guadeloupe a fait. Aujourd'hui... Ah mais là ils sont en train de couler. On a mis en place un certain nombre de dispositifs pour les soutenir. Mais c'est vrai qu'on a une crise, il faut sortir de la crise. L'image de la Guadeloupe s'est dégradée, mais je pense que, on l'a vu, hein, on le voit au travers du trafic aérien. Moi, je suis actuellement administrateur de la société aéroportuaire. On voit qu'il ne suffit pas de grand-chose pour que ça reparte, parce qu'au-delà de ça, on reste quand même un territoire qui donne certaines garanties aux touristes. On est un territoire français et on a tout, je dirais, des touristes européens qui sont intéressés et qui aiment bien l'archipel guadeloupéen. Mais pour cela, il faut régler très vite la question de la crise, il faut sortir de cette crise, il faut reprendre une campagne de communication, une campagne à la fois qui montre qu'on développe un tourisme, mais qui montre aussi aux Guadeloupéens que le tourisme, la politique touristique qui a été celle de la région, c'est aussi un secteur qui fait vivre des milliers de Guadeloupéens, parce que le tourisme
aujourd'hui est plutôt orienté vers la petite hôtellerie, par le fait qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont construit des gîtes, et c'est ce tourisme-là qui est en plein essor. Donc le Guadeloupéen, il trouve tout son intérêt à faire en sorte que le tourisme démarre, et ce n'est pas la grande hôtellerie, ce ne sont pas les 4 étoiles, les 5 étoiles, et comme on dit, toujours les mêmes. Moi, ça me fatigue d'entendre cela. Justement. Le tourisme fait vivre les taxis, fait vivre les restaurants, ça fait vivre les loueurs de véhicules, et puis quand on voit la Côte-sous-le-Vent, il y a beaucoup de familles guadeloupéennes qui aujourd'hui vivent du tourisme, et donc on n'a pas le droit de les priver de cette recette. Justement, nous avons l'exemple, il y en a sans doute beaucoup, de ce gîte de Sainte-Anne qui affichait complet jusqu'au mois de mars 2022 et qui en une semaine a vu toutes ses réservations annulées. Certains acteurs de ce tourisme de proximité ont envie de renoncer aujourd'hui. Vous le comprenez? Je peux le comprendre parce que c'est très difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que si en une semaine, ils ont perdu autant de réservations, il ne suffit pas de grand-chose pour qu'en une semaine, ils retrouvent les réservations. Je pense que la destination, elle est toujours bien placée par rapport à d'autres destinations dans le monde. La Guadeloupe, les Antilles se vendent bien sur le plan touristique. Donc, on peut comprendre qu'aujourd'hui, personne ne souhaite venir en Guadeloupe alors qu'il est difficile de se déplacer. Mais il suffit que les barrages se lèvent, il suffit qu'effectivement tout le monde se mette à travailler dans les différents ateliers qui vont être mis en place. Je pense que la saison de Noël, on peut la rattraper. Elle n'est pas complètement perdue. Elle ne sera pas forcément au niveau qu'on pouvait espérer, mais elle n'est pas complètement perdue. Et les compagnies aériennes, je suis persuadée, elles aussi, elles ont besoin de vivre, vont faire des facilités qui feront que je pense qu'on peut capter encore une partie des touristes. En tout cas, je reste positive et je continuerai de l'être parce qu'il faut faire avancer la Guadeloupe. Merci à vous, Marie-Luce Panchard, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu ce matin. Merci. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous franc-parler. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale. L'actualité continue.